Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur l'approche par les risques. Je suis Delphine Fouché du MFQM. Merci à Yvon Mougin pour votre présentation. C'est le deuxième webinaire qu'on organise ensemble sur ce sujet. Merci pour votre disponibilité. Concernant les aspects techniques de ce webinaire, j'ai coupé normalement tous vos micros pour éviter les bruits de fond pour que la présentation de Yvon soit plus agréable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas néanmoins à les poser via le chat. Vous faites bien poser la question à tous mes contacts. Comme ça, le message apparaîtra pour tout le monde. Et puis, je couperai Yvon si la question s'est prête, ou sinon Yvon répondra à toutes vos questions à la fin de sa présentation. On va rester ensemble à peu près 1 heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Je voulais faire une petite présentation rapide du MFQM avant de commencer et avant de passer la main à Yvon. Donc, MFQM veut dire Mouvement français qualité et management. C'est un réseau d'entreprises qui rayonne sur la région de Pays de la Loire. On organise différents formats de rencontres pour favoriser les échanges et le partage de bonnes pratiques entre les entreprises. Et on aborde toutes les thématiques qui sont liées à la performance globale et au management au sens large. Donc là, en cette période de confinement qui est un peu particulière, on propose des webinaires de ce type. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour prendre connaissance des différents thèmes abordés. Voilà, donc je vous laisse avec Yvon. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Delphine et bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Aujourd'hui, j'espère partager avec vous ma conviction que l'approche par les risques est utile pour améliorer l'efficience des organisations, des entreprises et que finalement, elle n'est pas très compliquée à mettre en œuvre. J'aimerais commencer par, moi je suis un fanatique de Jean-Claude Ameisen qui intervient sur France Inter tous les samedis vers 11 heures dans une émission sur les épaules de Darwin. Et il a un jour, j'ai entendu une émission sur les risques, et j'ai retenu cette phrase qui m'a plu, où il disait: Vivre longtemps et pleinement, ce n'est pas éviter de prendre des risques, c'est au contraire prendre en permanence des risques tout en étant capable de prévenir le plus longtemps possible la plupart des effets potentiellement néfastes. Donc, moi, j'ai bien aimé cette phrase et je pense que ça s'applique aussi, bien entendu, aux entreprises. Alors, je ne vous casserai pas les pieds aujourd'hui avec les normes. Mais quand même, je vais en dire un tout petit mot parce que la norme 31000, ISO 31000, c'est une norme sur le management des risques qui nous donne quelques lignes directrices. Et ces référentiels nous évitent de partir dans des élucubrations et de construire des usines à gaz en termes de management des risques. Donc déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est la définition. Il y a quelques phrases, quelques principes qu'il faut retenir. C'est que l'approche par les risques permet d'augmenter la probabilité d'atteindre les résultats escomptés. Ça veut dire que, j'y reviendrai, parce que c'est important, on ne peut pas engager une approche par les risques si, au préalable, on n'a pas une idée des résultats qu'on compte atteindre. Sinon, ça n'a pas de sens. Un petit extrait donc, de cette norme 31000, c'est que le management des risques est intégré à toutes les activités de l'organisme et inclut l'interaction avec les parties prenantes. On y reviendra aussi. Simplement, cette notion d'intégration, elle est importante. On verra aussi par la suite pourquoi. Un petit extrait aussi de la 9001, parce que je pense que la plupart des organisations ont mis en place ce management par les risques, cette approche par les risques, parce qu'elles sont certifiées et que c'est devenu une exigence. Alors donc, c'était un petit peu le but de mon propos. Je ne voudrais pas que cette approche risque, ce soit simplement pour faire plaisir à l'éditeur de tierce partie et pour faire quelque chose, mais vraiment, parce que je suis persuadé que c'est utile. Donc, une petite phrase de la 9001, c'est l'organisme doit déterminer les processus nécessaires au système de management de la qualité. Ça, on a déjà entendu parler de cette phrase dans les versions précédentes. Mais dans tout processus, on doit prendre en compte les risques et les opportunités telles que déterminées. Ça veut dire que la conclusion qu'on peut faire de ces phrases, ces extraits de normes, c'est que l'approche par les risques doit se faire dans chaque processus. Et ce principe, on va dire, il est renforcé par le fait que les risques qui peuvent nuire à l'atteinte de résultats sont essentiellement liés aux activités, à des activités particulières. Donc il est logique que ce soit chaque processus qui traite ses propres risques. On n'aura pas les mêmes risques dans un processus d'achat, par exemple, ou dans un processus commercial, ou dans un processus de production. Donc les personnes les plus à même
de pouvoir traiter les risques, ce sont les pilotes. Alors, bien entendu, s'il y a un responsable QSE, un risk manager, son rôle, c'est pas de faire de l'analyse des risques, c'est de promouvoir cette méthode et d'aider les pilotes à la mettre en œuvre, bien entendu. Le deuxième principe qui est important, que j'ai déjà abordé, c'est qu'une analyse de risque, une approche par les risques, on va dire, se fait toujours en fonction des résultats attendus, sinon ça n'a pas de sens, et aussi en fonction des échéances souhaitées. Donc la notion d'échéance, j'y reviendrai aussi, parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur l'analyse de risque, sur l'approche risque dans les processus opérationnels. Et éventuellement, si c'est nécessaire, on pourra faire un autre webinaire sur l'approche par les risques dans les processus de management. Là, les échéances sont différentes, mais je répète, j'y reviendrai aussi, parce que quand on est dans l'opérationnel, les échéances des résultats sont proches. Quand on est dans le management, les échéances des résultats sont loin, sont à long terme, lointaines. Mais je reviendrai également sur cette différence qui est importante. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur les risques des processus opérationnels. Alors, quand même, quelques petites définitions pour qu'on parle tous de la même chose. Et ces définitions, on les trouve dans la 31 000 version 2018. Donc, à nouveau, on dit bien que le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur les objectifs. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de risque. Là, il n'y a pas d'analyse possible, d'approche possible. Les sources de risque, ce sont tous les éléments donc, qui, seuls ou combinés, sont susceptibles d'engendrer des risques. Alors, on peut distinguer les sources de risque comme des grands éléments, des grandes familles de risques. Et l'événement, bah, c'est l'occurrence, effectivement, qui fait que quelque chose va nous tomber sur la tête et va nous embêter par rapport aux résultats qu'on attend. Donc, deux éléments aussi pour caractériser un risque, ce sont on aurait pu les mettre dans l'autre ordre, la vraisemblance, donc, on peut appeler aussi occurrence ou probabilité d'apparition, c'est la possibilité qu'un événement se produise et les conséquences, effectivement, les effets des événements qui affectent les objets. Voilà, c'est un tout petit glossaire sur le vocabulaire, mais qui est important pour qu'on parle tous de la même chose. Alors, les résultats attendus. Je voudrais revenir sur cette notion des résultats qui est capitale. Alors, déjà, effectivement, si votre entreprise, vos organismes sont certifiés, je me suis amusé à compter le nombre de fois qu'il y a les mêmes résultats dans la norme ISO, eh bien, on en trouve 38. Ce qui montre que, d'abord, ce qui montre que cette norme ISO version 2015 est vraiment un référentiel qui s'occupe de la vraie vie des entreprises, parce que quand on travaille, effectivement, bah, c'est pour obtenir des résultats. C'est peut-être très bête à dire, mais c'est une évidence. Il ne faut pas oublier de rappeler. Quand on fait le jardin à la maison, c'est pas pour rien avoir, c'est pour avoir des jolies tomates ou des jolis fruits ou autre chose. Donc, effectivement, cette notion, ce lien entre risque et résultat, il est important. Des résultats attendus, qui peuvent être de diverses natures. Donc, c'est là où, au départ, on va se mettre d'accord. Vous voyez que j'ai déjà vu des entreprises où on fait des analyses globales de risques. Ça n'a pas de sens non plus. On ne peut pas faire à la fois une approche par les risques en matière de santé et de sécurité, une approche par les risques en matière de qualité ou en matière d'économie. Il faut distinguer, il faut dissocier toutes les analyses relatives aux risques. Donc c'est pour ça qu'il va falloir d'abord se mettre d'accord. Mais il peut y avoir effectivement des risques liés aux attentes des clients et des usagers, c'est-à-dire de ne pas les satisfaire. Il peut y avoir des risques par rapport au personnel, effectivement, et on va y répondre par exemple avec des actions de qualité de vie au travail. On a des risques également euh, par rapport aux résultats attendus par les tutelles ou les actionnaires, essentiellement des risques à caractère économique, et puis aussi d'autres parties intéressées pour lesquelles on peut avoir aussi des approches par les risques. Donc, toujours, et je répète, c'est important, même si je radote un petit peu, c'est pas grave, il faut d'abord identifier les résultats qu'on souhaite atteindre. Donc, comme nous, on va faire une analyse dans l'approche par les risques dans les processus opérationnels, on va travailler essentiellement sur des risques à caractère un peu économique et bien sûr qualitatif. Bon, je me permets juste de vous couper. De mon côté, le son est un petit peu saccadé. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres personnes. Vous pouvez peut-être couper votre caméra pour éviter de bande passante. Je vais couper comme ça. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Ça a l'air. On va tester comme ça. Merci. Je vais m'approcher un petit peu du micro. Voilà.
J'avais évoqué tout à l'heure la différence entre effectivement des approches par les risques dans les processus de management et opérationnels. C'est essentiellement parce que les finalités de ces processus, ces familles de processus sont différentes. Un processus de management va travailler sur le futur, sur des résultats à caractère stratégique, c'est-à-dire des résultats à long terme, qu'une direction espère obtenir dans 5 ans ou dans 10 ans, et les processus de support ou de réalisation travaillent sur des résultats opérationnels à plus court terme. Voilà, donc, mais on va se concentrer, donc, nous, je le répète, sur les processus de réalisation et de support. Alors, dans un processus de réalisation et de support, quels sont les résultats qu'on peut identifier? Ils sont là encore de deux types. Il y a bien entendu les résultats des activités, des ressources, c'est-à-dire avoir du chiffre d'affaires, produire des objets, accueillir un certain nombre de clients ou de visiteurs, préparer un certain nombre de repas pour une cantine, par exemple, ou pour un restaurant. Donc ça, c'est des résultats liés à l'activité, au métier. Mais il y a aussi parfois d'autres types de résultats qui sont attendus, et ce sont des résultats liés à des projets. Effectivement, certains processus peuvent s'impliquer dans des activités à caractère stratégique, c'est-à-dire être impliqués dans des projets qui vont permettre à l'entreprise donc de durer et de vivre longtemps. Et il se peut effectivement qu'on soit obligé, qu'il soit nécessaire, de faire des approches par les risques pour les projets. Donc, on a deux types de résultats, les résultats opérationnels et les résultats aussi de projets qui peuvent nous être confiés par la direction générale pour contribuer à l'atteinte des orientations stratégiques dans une entreprise. Euh, je voudrais toujours sur cette notion de résultat qui est importante, j'insiste, parce que très souvent, donc, on va travailler sur les résultats attendus dans des processus de réalisation et de support. Et là encore, on a des approches qui sont très différentes et très diverses. Et il m'arrivait également fréquemment de constater que quand on jette un coup d'œil sur les tableaux de bord de processus, on y trouve une espèce de soupe de légumes où on mélange tout. On mélange à la fois des indicateurs de résultats et des indicateurs de procédés. Par exemple, dans un processus à caractère commercial, qu'on connaît bien tous, le résultat attendu, ce sont les chiffres d'affaires et de la marge. Et on va mettre à côté de ces résultats attendus, cet indicateur de résultats, les indicateurs de procédés pour un nombre de visites, un taux de transformation, par exemple, de commandes. Ce qui n'a rien à voir. En fait, les seuls résultats qui nous intéressent, les seuls indicateurs qui nous intéressent, c'est les résultats générés par le travail des ressources. Donc, en l'occurrence, pour un processus commercial, chiffre d'affaires et marge, et pour un processus de production, c'est la quantité d'objets ou de services rendus, quand on peut les comptabiliser, bien entendu, et la qualité de ces objets ou de ces produits ou de ces services. C'est important de bien distinguer cette notion-là. Donc, je voudrais insister un tout petit peu, et à l'occasion, peut-être que ce serait aussi l'objet d'un autre webinaire sur cette notion de mesure des performances d'un processus. Euh, il faut absolument qu'on puisse travailler à partir de finalités. Je voudrais prendre un exemple très simple, très pédagogique, d'une société qui fait du transport de personnes. La finalité, c'est pas de transporter des personnes, mais c'est de les transporter avec des critères qualitatifs. On ne va pas entasser les passagers comme ça dans les bus, mais on va d'abord définir effectivement que cette finalité, c'est d'assurer un transport avec confort, par exemple, en toute sécurité, avec ponctualité. Donc, on pourrait trouver d'autres caractéristiques, mais pour la démonstration, on va garder ces trois-là. Et quand on a défini une finalité, on peut effectivement commencer à identifier des résultats qualitatifs et quantitatifs. On nous demande aujourd'hui d'intégrer la qualité dans les métiers. On nous demande d'intégrer la qualité dans les stratégies. Eh bien, il faut intégrer aussi la qualité dans la mesure des résultats qu'on se propose de faire. Donc, si on ne travaille que sur des résultats quantitatifs de cette entreprise, eh bien, on va identifier un nombre de passagers qu'on doit transporter. Objectif, par exemple, d'1 million de passagers. Et ensuite, on va mesurer le nombre de passagers réellement transportés. Si on associe la qualité pardon, avec la quantité, on va identifier nos résultats attendus, 1 million de passagers toujours par année, mais transportés avec ponctualité, confort et sécurité. C'est-à-dire que la mesure du résultat, ce ne sera pas simplement des passagers transportés dans n'importe quelle condition, mais des passagers transportés
dans les trois conditions que l'on a définies au départ et qui sont caractéristiques de notre finalité. Donc, on va comptabiliser le nombre de passagers qui sont arrivés à l'heure, qui n'ont pas eu de problème de sécurité et qui ont voyagé dans des conditions de confort qui sont déterminées à l'avance. Donc ça, je répète, c'est important que ces résultats soient définis au départ et que ces résultats associent à la fois quantité et qualité. Un tout petit exemple aussi dans cette société, par exemple, on a vu le résultat attendu, c'est un nombre de passagers transportés dans des conditions de confort, de sécurité, de ponctualité, et on distingue effectivement tous les éléments influents qu'on va surveiller, mais qui ne vont pas être dans le même tableau de bord parce qu'ils n'ont pas la même importance. Par exemple, la petite flèche qui est tout au-dessus, les travaux urbains, on va surveiller dans la ville les travaux qui sont décidés par la mairie et qui peuvent perturber effectivement la ponctualité des bus. Donc ce sera un indicateur de procédé et on va le mettre sous surveillance. Comme on va mettre sous surveillance l'absentéisme, parce que si des chauffeurs sont absents, ça aura une incidence encore sur la ponctualité ou le confort. Voilà. Donc c'est effectivement important, et j'en arrêterai là parce que ça fait l'objet d'une autre thématique, effectivement, distinguer cette notion de résultat sur laquelle on va appuyer notre approche risque des indicateurs qui montrent simplement des éléments influents. Alors, de cette association quantité-qualité est née l'idée de la prestation idéale. Donc, c'est vrai que dans chaque processus, ce serait intéressant de définir quelle est la prestation idéale qu'on nous demande de faire avec les ressources qui nous sont attribuées. Donc, souvent, si je prends l'exemple d'un processus de production, le critère numéro 1, c'est une quantité, le critère numéro 2, c'est une conformité, le critère numéro 3, c'est un coût, le critère numéro 4, c'est un délai, le critère numéro 5, ça peut être, par exemple, des conditions de sécurité. Et on va habituellement identifier chaque critère, on va le mesurer à part. Et en faisant ça, bon, on aura des difficultés à identifier les résultats sur lesquels il faut s'appuyer. L'idéal, c'est effectivement d'avoir cette notion d'expression synthétique ou de prestation idéale. Par exemple, pour un bailleur social, eh bien, sa prestation idéale, qu'on va mesurer d'ailleurs en termes de résultats, c'est un nombre de logements qui sont occupés. Parce qu'un logement inoccupé, ce n'est pas intéressant pour un bailleur. Occupé, mais payé également, propre, sûr et économique, qui sont des critères, cette fois-ci, qui sont intéressants pour le bailleur, donc caractère économique. Euh, pour un commercial, ce sera un nombre d'affaires, par exemple, vendu avec marge, sans problème de paiement, etc. Euh, pour un processus de production, ce sera un nombre de pièces livrées conformes dans les coûts standards, à l'heure et sans incident. Le fait de synthétiser l'expression de résultat fait qu'on n'a qu'un seul indicateur de résultat au lieu d'en avoir 4 ou 5 après lesquels on court séparément. Donc, c'est un nombre de pièces livrées conformes dans les coûts et à l'heure et sans accident. C'est du et c'est pas du. Donc, mais je répète, c'est une thématique un petit peu compliquée qui demanderait aussi d'y passer un petit peu de temps. Mais simplement, c'est important parce que si on veut avoir une approche risque qui soit utile, il faut déjà qu'on règle ce problème d'indicateurs et de résultats attendus. Donc, pour résumer, deux résultats pour les processus, un résultat obligatoire qui a un nombre de prestations idéales, hein, comme on vient de l'aborder, à réaliser dans un espace de temps défini, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans un an, et facultatif, ce sont des livrables déterminés par des projets qui contribuent à la stratégie de l'entreprise. Alors, les processus, effectivement, puisqu'on va aborder cette approche par des risques dans chaque processus, il faut revenir un tout petit peu, mais ça, c'est quelque chose qui est connu, surtout des caractéristiques d'un processus. Donc, le processus, c'est un ensemble de ressources humaines et matérielles qui produit des sorties à partir d'éléments entrants. Donc, on va mettre des risques, on peut, et mettre des risques, effectivement, sur les sorties, c'est-à-dire des risques liés à la conformité, et que chaque donnée de sortie doit être conforme aux attentes des clients internes et externes. Et ça veut dire qu'on peut identifier des risques de ne pas produire cette conformité. Donc, ce sont des risques pour les clients de non-satisfaction. Et puis, on peut mettre également, c'est souhaitable, des risques sur des risques, une approche par les risques, surtout sur des problèmes à caractère économique. Les risques de ne pas produire la quantité de services ou d'objets qui nous sont demandés. Donc là, c'est plutôt un risque économique pour l'entreprise. On peut avoir, dans une même approche par les risques, deux critères différents, les risques de non-conformité des données de sortie et les risques de non-conformité des quantités, enfin de non-réalisation, on va dire, des quantités souhaitées. Et pourquoi pas, là on fait ce qu'on veut également, pourquoi pas
mettre aussi des analyses de risque sur les entrants. Si on a des mauvais éléments entrants, des mauvaises qualités des éléments entrants, des mauvaises informations, des mauvais délais, on ne peut pas fournir de bonne qualité à la sortie. Donc, pourquoi on peut aussi, pourquoi pas, avoir une approche risque sur les éléments entrants. Quelles sont les probabilités qu'un élément entrant ne soit pas conforme, ne nous satisfasse pas et ne nous aide pas à faire du bon travail. Donc, cette approche par les risques, on peut la faire effectivement un peu dans tous les sens. Alors, puisqu'on est sur les processus, je voudrais effectivement lancer un petit sondage. Et ce sondage, il est le suivant. Est-ce que dans vos entreprises, ou dans les entreprises que vous connaissez, tous les processus pratiquent l'approche par les risques pour l'amélioration de leur performance? Je lance le sondage, j'espère que ça va marcher. Alors, je vais continuer un peu. Deux petites minutes, effectivement, je vois la technique, hein, je vois les noms qui arrivent en majorité. Euh, C'était un petit peu attendu, effectivement. A priori, la moitié des participants seulement ont répondu, mais globalement, on peut déjà identifier que les réponses négatives sont deux fois plus importantes que les réponses positives. Autrement dit, effectivement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans les organisations pour que les pilotes de processus s'approprient ces pratiques d'approche par les risques et les utilisent pour leur efficience. En principe, un pilote de processus, il est euh, payé pour effectivement que les résultats de ces processus soient efficients et conformes effectivement aux attentes de ses clients Internet. Je le mets un petit peu de côté, j'y reviendrai tout à l'heure si j'ai un peu plus de réponses, mais on est toujours dans la même proportion, donc le double d'organismes dans lesquels les pilotes n'ont pas la main, n'ont pas envie de prendre la main, en tout cas ne l'ont pas prise sur la maîtrise des risques. Alors, je vous propose également donc de revenir un tout petit peu, parce que c'est important, là encore, hein, cette grande différence entre management et le risque, approche par les risques dans les processus de management et l'approche dans les autres processus. Et la différence, c'est tout simplement l'échéance. Et c'est ce qui explique que quand on fait une approche par les risques dans les processus de réalisation, c'est assez simple. Pourquoi? Simplement, comme les résultats attendus sont des résultats à des échéances proches, on part souvent sur des budgets annuels, mais la plupart du temps, les résultats qui sont attendus dans des processus d'opération, ce sont des résultats à la semaine, ou même à la journée. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des plannings pour le lendemain. Il y a beaucoup d'entreprises, très nombreuses, qui font des plannings pour la semaine suivante, un peu moins pour le mois. On est dans une société où il faut être réactif, donc il faut avoir des échéances très courtes. Et effectivement, quand on travaille à la semaine, le nombre de risques qui peut avoir une influence sur les résultats hebdomadaires, il est très réduit. En revanche, quand on est dans un processus de management et qu'on travaille sur des résultats à 10 ans, sur une vision à 5 ans, euh, pour ne pas exagérer, quand on travaille sur une vision à 5 ans, effectivement, d'événements, le nombre d'événements qui peuvent avoir des influences négatives sur ces résultats, il est extrêmement nombreux. Et c'est pour ça que quand on fait l'analyse de risque dans les processus de management, on utilise des outils comme l'ISO, par exemple, ou d'autres techniques de Pestel. Alors que quand on est dans des processus de réalisation de support, quasiment il n'y a pas un outil. J'entends aussi souvent des entreprises qui font l'analyse de risque dans les processus de réalisation avec des SWOT. C'est prendre une grosse masse pour enfoncer une petite pointe, parce que effectivement, le SWOT, c'est un outil de prospective, mais ce n'est pas un outil qui permet de travailler sur des résultats à la semaine ou à la journée. Voilà. Donc, à mon avis, cette approche est beaucoup plus simple, effectivement, dans les processus qui travaillent à. Alors, simplement, pour résumer là encore cette notion de management des risques, de l'approche par les risques. Donc, il y a 4 étapes. Première étape, on l'a déjà abordé assez longuement, identifier les résultats attendus. Deuxième étape, inventorier les risques. Là, on va faire une liste, tout simplement, d'événements qui peuvent nuire à l'atteinte des résultats. Et c'est là où on constate que l'approche par les risques
effectivement, n'est pas une science exacte, parce qu'il est fort probable, quand on fait un inventaire, qu'on oublie quelque chose. Euh, Par exemple, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait nos petites listes de courses quand on va faire des courses le samedi ou en semaine au supermarché. Mais on est certain que quand on rentre à la maison, eh bien, on va s'apercevoir qu'on aura oublié quelque chose. On sait pareil pour les risques. Donc c'est là où est le danger le plus important, c'est effectivement d'oublier un risque majeur qui va nous embêter. Ensuite, lorsque cette liste de risques est établie, eh bien, il va falloir la classer, la hiérarchiser. Donc, on va utiliser des techniques d'évaluation qu'on abordera également. Et tout simplement, pourquoi? Parce que raisonnablement, on n'a pas les moyens et on n'a pas le temps de traiter tous les risques qui peuvent nous embêter. Donc, on va simplement concentrer nos efforts sur les risques majeurs, sur ceux qui arrivent en tête de liste, en tête de cette liste qu'on aura établie précédemment. Et derrière, donc, effectivement, on va engager des actions pour traiter les risques. Alors, j'insiste, ça peut être encore une évidence et puis quelque chose d'un petit peu, enfin, ça peut être un petit peu idiot. On s'est dit, mais faire une analyse de risque, c'est pas, ne s'arrête pas à avoir identifié des risques et les avoir classés. Toute l'approche par les risques va avoir comme objectif ultime de traiter les risques. Si on ne traite pas les risques, ça n'a pas de sens. Voilà encore. Il ne s'agit pas de faire simplement un inventaire avec des beaux classements, il s'agit simplement de générer des actions derrière. Et c'est l'action qui va faire en sorte que les objectifs seront atteints. Si on ne traite pas les risques, les objectifs n'auront pas de probabilité d'être atteints plus que si on les traite. Alors, donc je reviens sur ces processus de réalisation et de support. On va identifier les résultats attendus en court terme, donc les résultats en termes de conformité, de livraison et de quantité de livraison, effectivement, ou de délai, hein, effectivement. On va identifier les risques liés à ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Moi, je vous propose quelques petits outils, si vous voulez. Après, on les utilise ou pas, hein, je répète, parce que dans les processus de production, je reviendrai un petit peu tout à l'heure aussi, il n'y a pas il y a pas pléthore de risques. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une première liste, c'est celle que vous avez au milieu, les événements qui peuvent nous embêter, c'est-à-dire dans ce cas-là, c'est dans une maison de retraite, dans un EHPAD, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des décès, des malaises, des violences, des insultes, des crises, etc. Donc, on a fait notre petite liste d'événements qui peuvent nous embêter. Hein. Le résultat attendu, c'est le bien-être, effectivement, des résidents. Et moi, je commence à faire une première synthèse de cette liste-là. Ça peut être une façon de les évaluer, savoir s'ils sont influents, c'est-à-dire s'ils ont une influence importante sur les résultats qu'on attend. Et la deuxième colonne, la troisième colonne, plus exactement, c'est de savoir si on les a maîtrisés, si on a en place des dispositions qui permettent de traiter soit la cause, d'éviter, de réduire la cause, soit de traiter la conséquence. Et puis, on note ces deux éléments de 1 à 4, et effectivement, on peut avoir un total qui, le produit des deux, qui va de 1 à 16, et qui nous donne déjà éventuellement une première hiérarchie de ces risques. Autre technique un peu plus connue et qui est utilisée quand on n'a pas un nombre de risques très très important, en l'occurrence on peut le faire là, c'est d'utiliser ces deux critères que j'ai déjà euh, abordés tout à l'heure avec le glossaire, avec la définition du vocabulaire. Donc on a effectivement des événements, d'abord des sources de risques, hein, à utiliser ou pas. Hein, quand on a peu de risques, on laisse tomber la source et on travaille directement sur les événements. Donc, quels sont les événements qui peuvent nuire au résultat attendu? Quelle est la vraisemblance de l'apparition de cet événement? Et quelle est la gravité, donc les conséquences? Alors, en règle générale, effectivement, c'est très connu, on utilise des systèmes de notation simples, de 1 à 4. Donc, la vraisemblance est faible, c'est 1. C'est déjà arrivé par le passé, mais rarement c'est 2. Ça arrive de temps en temps c'est 3 et ça arrive souvent c'est 4. Et on utilise les mêmes évaluations de 1 à 4 pour la gravité. Alors, moi personnellement, et c'est un ami qui m'avait conseillé ça, et avec juste raison, il m'avait conseillé d'utiliser une technique de Farmer. Farmer qui était, je crois, je ne sais pas s'il est mort, enfin, bon, Farmer c'était un ingénieur nucléaire anglais et qui avait constaté que si on utilise les mêmes échelles pour la vraisemblance et les conséquences, eh bien, on va minimiser les problèmes qui sont peu vraisemblables, mais très très graves. Et
on vit actuellement effectivement une situation qui est typique d'une mauvaise approche. Je ne dis pas que c'est une mauvaise approche, mais disons qui est caractéristique. euh, et une pandémie, c'est une probabilité d'apparition qui est faible. Ça n'est jamais arrivé ou ça arrive très rarement, donc certainement qu'on la coterait en 1. Et derrière, comme les conséquences sont très graves, mais 1 multiplié par 4, ça ne met pas cet élément en tête de liste. Donc, Farmer lui, considérait qu'il fallait augmenter la notation des conséquences pour que justement un phénomène qui soit peu vraisemblable mais très très grave ne soit pas oublié. Et moi, j'utilise effectivement cette technique de Farmer avec un peu de modération, c'est-à-dire que lui, il utilisait jusqu'à des évaluations de 1 à 1 million, et moi, j'utilise effectivement de 1 à 100, et 4 niveaux également, hein. Mais il n'y a pas de conséquence C1, ce sont des problèmes mineurs, on est 10, majeurs 50 et gravissimes 100. Et ça permet effectivement de changer un petit peu cette apparition. Je répète, l'approche par les risques, c'est pas une approche, c'est pas une science exacte, ce sont des approches qui sont très intuitives, et les cotations qu'on peut faire, c'est par rapport à des sentiments qu'on a. Voilà. Donc, mais moi, j'aime bien cette cotation de Farmer parce qu'effectivement, elle donne plus comment dire, elle est plus liée à la réalité des choses. Et je répète, dans la situation, la conjoncture actuelle, on renforce cette approche. Donc, quelques petits exemples, effectivement, je sais un petit peu sur la 36, mais bon. Alors, un petit exemple, ça ne vaut pas grand-chose, hein, ce sont des techniques que j'utilise moi. Par exemple, là, je vais traiter les risques de non-conformité. Dans un processus, effectivement, j'ai identifié toutes les données de sortie, j'ai identifié les utilisateurs, donc les processus ou les entités qui vont être utilisateurs de ces données de sortie, et dans chaque donnée de sortie, je vais identifier les risques. Bon, là, comme ce sont des risques de processus d'opération, j'utilise une cotation qui est de 1 à 4 et de 1 à 4 de chaque côté, parce qu'il n'y a pas de risque. Dans ce cas-là, hein, dans cette production-là, je répète gravissime, donc on s'était arrangé pour faire cette petite cotation simple. Donc, on voit qu'effectivement, dans toutes les données de sortie, celles qui arrivent en premier, avec une cotation de 9, ce sont, par exemple, les plans directeurs de production. La difficulté que dans ce processus-là, ce sont ces risques à eux, hein, bien sûr, la difficulté qui générait le plus de risques de non-conformité, c'était d'avoir des mauvais plans directeurs de production et de travailler à côté. Non-conformité, ce n'est pas forcément de non-conformité matérielle, ça peut être une non-conformité en termes de délai hein, aussi. Voilà, donc ça c'était un exemple. Un autre exemple, c'est dans un processus de transport où là, la liste de risques, là on a travaillé simplement sur une liste a priori. On a eu une autre approche, vous voyez, après on fait un petit peu ce qu'on veut, hein. Une autre approche, c'était déjà d'identifier comme, en tant qu'événement indésirable tout ce qui pouvait nuire à une bonne livraison de marchandises. Donc, les risques, c'était effectivement d'avoir des retards, d'avoir des conséquences, hein, d'avoir des retards de livraison, d'avoir une casse marchandise, d'avoir une casse d'infrastructure quand un camion manœuvre dans les entrepôts et qui casse une porte, par exemple, la casse du matériel, le camion, une indisponibilité des conducteurs, des infractions, etc. Donc, vous voyez, là aussi, et c'est ce qui montre que l'approche par les risques dans les processus de réalisation et de support est très simple, c'est qu'en fait, la liste des risques, elle est souvent réduite. Donc, inutile, je répète, d'avoir des outils compliqués dans un processus de production. Quel est le risque que les livraisons qui sont prévues à la fin de la semaine ne soient pas atteintes? Eh bien, une fois qu'on a identifié les pannes de machine, une fois qu'on a identifié les ruptures de stock, une fois qu'on a identifié l'absentéisme d'opérateurs, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui peut gêner sur les résultats à la semaine suivante. Donc, vous voyez, et c'est là où on se rend compte que effectivement l'analyse de risque ne veut rien dire si derrière on ne travaille pas pour améliorer les pannes, enfin pour réduire, on va dire, les pannes, pour réduire les risques de rupture de stock avec les fournisseurs ou pour réduire l'absentéisme. Et en fait, je dirais que l'analyse de risque, elle est, on va la faire, bien entendu, mais c'est pas l'activité la plus importante de faire notre inventaire. Il est quasiment de fait. Alors, le risque est le cycle PDCA. Donc, on a aussi un autre outil dans les processus qu'on demande aux pilotes d'utiliser et qui n'est pas souvent, et qui est lié également avec cette notion de résultat.
Le PDCA, vous connaissez tous, je ne fais pas l'injure d'expliquer ce qu'est le PDCA. C'est le Plan Do Check Act. Donc, on va planifier des résultats attendus, on va réaliser le travail et on va mesurer les résultats obtenus, les comparer avec les résultats attendus et en tirer des leçons pour pouvoir améliorer soit les méthodes de planification, soit les méthodes de réalisation. Donc, simplement, pourquoi j'ai voulu aborder ce cycle PDCA? Parce que j'ai le regret de vous annoncer que ce cycle est obsolète. Donc, on ne parle plus de Deming aujourd'hui, on parle plus du cycle de la route Deming, on va plutôt parler de la route Mougin, que j'ai l'honneur de vous présenter sur cette diapositive. Effectivement, il m'a semblé, alors je plaisante, mais à moitié quand même, simplement il m'a semblé que, avec tout le respect qu'on doit à Deming, bien entendu, il fallait ajouter à sa roue un tout petit secteur supplémentaire qui était le R. Alors, cette roue est là surtout un caractère pédagogique. Donc, le P, on va planifier les résultats, on va évaluer les risques de ne pas atteindre les résultats, on va travailler. Et de ce fait, parce qu'on a intercalé cette roue, on a une probabilité augmentée d'atteindre avec le D les résultats planifiés en P. Et en gros, c'est des roues comme d'habitude, on compare les résultats obtenus aux résultats attendus, on en tire une leçon et on améliore. Simplement, voilà. Hein, pour expliquer où peut-on faire ce management des risques, eh bien, on peut l'insérer effectivement dans le cycle PDCA, dans la route des. Alors voilà un petit peu résumé le fonctionnement intelligent d'un organisme, effectivement, hein, bon, c'est une autre façon de montrer les choses. C'est toujours des résultats prévus, des résultats réels. Avec les résultats prévus, une évaluation des risques, et on va mettre en place des actions préventives. Et en comparant les résultats réels aux résultats prévus, on va engager des actions correctives. Là aussi, c'est plutôt pédagogique. Hein, dans la réalité des choses, on n'a pas besoin de faire ces distinguos, mais on a besoin quand même de comprendre avant de faire. C'est toujours important de bien saisir la mécanique des choses. Alors, le traitement des risques, je jette sur un coup d'œil 42 secondes. Alors oui, simplement, on avait prévu effectivement de faire ce webinaire en 45 minutes de manière à ce qu'on puisse passer un petit peu de temps pour échanger avec les questions et les réponses. Donc, la dernière partie, le traitement des risques, effectivement, on a plusieurs possibilités. Donc, soit on refuse le risque, c'est-à-dire que bon, on a une affaire qui nous arrive et puis eh bien, on ne sait pas trop comment on la traiter. On peut dire, ben non, monsieur le client, merci beaucoup, mais ce sera pour une autre fois. Donc, on peut refuser effectivement une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences parce qu'on a décidé que c'était trop dangereux. On peut modifier les effets. C'est ce qu'on fait quand on s'assure. Hein, par exemple, pour la voiture, ben, on s'assure pour la maison. En cas d'incendie, en cas d'accident, ben, on va réduire effectivement les conséquences financières, en tout cas, du sinistre. On peut éliminer la source quand c'est possible. C'est pas toujours possible. Donc, quelquefois, on n'a pas comment dire, d'action possible sur des sources de risque. Donc, on ne peut que s'assurer de trouver des plans B. Mais si on peut, effectivement, on peut réduire les sources de risque. Donc, par exemple, toujours dans l'exemple que je donnais sur la circulation, ben, il suffit. Si on conduit prudemment, on va réduire effectivement la probabilité d'apparition d'accident. Et si on s'assure, eh bien, on va travailler sur les conséquences. On peut aussi partager le risque. C'est par exemple aussi, on veut innover quelque chose, une entreprise peut partager les risques liés à une innovation, mais les bénéfices aussi, bien entendu, mais partager en innovant, en travaillant sur cette innovation et en partageant la recherche et le développement avec une autre entreprise avec laquelle elle peut s'entendre avec un partenaire. Et puis, il y a la dernière façon, c'est la prise du risque argumenté. Effectivement, on y va. Voilà. Euh, on n'a pas forcément de possibilité de travailler sur les effets ni sur les sources, mais on pense qu'il y a un tel bénéfice à prendre ce risque qu'on va y aller, tout simplement. Et c'est souvent ce que font les entreprises quand elles innovent, quand elles créent des nouveaux produits. Ça dure des fois 2 ans, 3 ans. On y va parce qu'on y croit. Voilà, c'est comme ça. Euh, alors, ben voilà, j'ai terminé. Donc, je vous laisse sur un petit peu de réclame, comme disait ma chère grand-mère, avec une petite bibliographie et quelques ouvrages promis en matière de jeux d'entreprise. Je suis à votre disposition. Je jette un petit coup d'œil simplement sur le sondage. Effectivement, bon, voilà, on a fait même presque 3 fois plus de réponses négatives, c'est-à-dire d'entreprises dans lesquelles les pilotes ne se sont pas appropriés cette approche pour les risques et ne la pratiquent pas. Delphine, je te rends la parole si tu veux bien me faire passer les questions, ou alors on échange en direct.
J'avais du mal à réactiver mon micro, c'est bon. De mon côté, je n'ai pas eu de questions dans le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez reprendre la parole en allumant votre micro si vous le souhaitez. Comme ça, ce sera plus. Alors, je peux peut-être dire en attendant peut-être une question, je peux peut-être simplement, parce que ce sondage, effectivement, bon, c'est un sondage qui est assez classique et qui, on connaît pour l'instant un petit peu les réponses, et c'était pas surprenant. Et effectivement, pourquoi les pilotes de processus ne s'approprient pas effectivement cette approche par les risques? Très souvent, c'est parce que d'abord, ils sont pas obligés. Je veux dire, dans une entreprise, vous savez, on fait ce qu'on nous demande de faire, hein, on est des gens très gentils, très obéissants. Et si dans les définitions de fonctions, lorsqu'elles existent, on demandait, on rendait les pilotes de processus comptables des résultats des activités dont ils ont la gestion, eh bien, on pourrait les obliger à avoir cette approche par les risques et surtout l'approche PDCA. Et moi, je ne comprends pas comment on peut gérer un processus, comment on peut gérer des ressources qui travaillent et qui produisent des résultats sans pratiquer le cycle PDCA, donc planifier, faire effectivement comparer, donc l'indicateurs de résultats, etc. Et surtout aujourd'hui, comment on peut ne pas traiter les risques parce que chaque fois qu'un pilote de processus va traiter les risques, genre pas de machine, ou, comme je le disais tout à l'heure, culture de saut, il va augmenter l'efficience de son activité. Et c'est vrai que si les directions générales mettaient un petit peu ce genre d'obligation dans les définitions de fonctions, peut-être, hein, alors il y a aussi d'autres manières d'impliquer les gens, c'est en leur expliquant, bien entendu, et ça c'est le rôle des responsables PSE, mais un petit coup de main de la direction avec quelques obligations en ce sens-là, ça ne ferait pas de mal. Alors, il y a une personne qui a posé une question Yvon, dans le chat, c'est Michael, qui demande quel secteur s'intéresse le plus à l'ISO. Euh, je m'en souviens. Parce que j'ai pas bien entendu votre question, Delphine. Alors, une question de Michael qui demande quel secteur s'intéresse plus à l'ISO 31000. Les autres 31 000, aucune idée. Alors ça, je n'ai aucun retour sur alors, j'imagine qu'un des secteurs qui est le plus impacté intéressé par le management des risques, c'est le secteur sanitaire. Euh, J'imagine, parce que c'est un secteur dans lequel j'interviens pas beaucoup. J'interviens pas mal dans le secteur médico-social, mais j'ai pas beaucoup d'expérience dans le secteur sanitaire. Mais je sais que là, il y a des obligations de gérer les risques dans ces secteurs-là, dans ces établissements-là, dans tous les hôpitaux, dans tout, avec une obligation qui est un petit peu, des fois, un petit peu déraisonnable, c'est qu'ils doivent traiter tous les risques hein, qu'ils inventorisent, ce qui est raisonnablement pas possible. Mais voilà, je pense que c'est un des secteurs qui est le plus on va dire concerné. Maintenant, je ne sais pas si c'est celui qui applique le plus la norme. Ok, merci. Vous avez d'autres questions? Je vois que dans le chat, plusieurs personnes disent que la présentation était très claire. En retour. Vous avez d'autres questions? Alors, soit j'ai été très clair, tout le monde a compris, soit j'ai été confus, et c'est dramatique. Plusieurs personnes ont dit que c'était très clair. Ça me rassure. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres éléments, Yvon, pour compléter ou terminer la présentation? Il n'y a pas d'autres questions. Alors, ce qui serait peut-être intéressant de faire remonter donc, à Delphine, c'est si vous souhaitez, moi je suis d'accord, au principe bien entendu, si vous souhaitez d'autres webinaires, notamment sur les risques en matière de management, qui sont un petit peu plus complexes et qui demandent effectivement là l'usage d'outils, et pourquoi pas aussi des webinaires sur la mesure des performances dans les processus, dans les entreprises. Ou d'autres sujets, si ça vous intéresse et si ça fait partie de mes compétences. À votre disposition, avec plaisir. S'il a une dernière question de Michael.
La notion de registre de risque est courant en industrie, mais rien de structuré ne vient derrière. Qu'en pensez-vous? Oui, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on fait des listes de risques et puis derrière, on ne trouve pas beaucoup d'actions. En fait, dans nos sociétés, c'est l'action qui est importante. Je veux dire, c'est parce qu'on agit, parce qu'on travaille, que les choses se passent. Si faire des listes moi j'ai déjà vu aussi, c'est pour ça que je suis un petit peu contre les SWOT dans ce genre d'opération. C'est parce qu'on établit des listes de menaces, des listes d'opportunités, des listes de risques, etc. Puis après, on passe à autre chose. Et là, moi, je suis quelqu'un d'assez primaire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'une information ne puisse pas servir à une action derrière. C'est l'action qui fait que nos entreprises fonctionnent, que nos organismes évoluent, et on ne peut pas faire des choses qui servent à rien. Voilà, c'est contre-productif et ce sont des non-sens. Ça a répondu à votre question, Mickaël, c'est bon. Alors, ce qui monte souvent pour l'action, c'est vrai que j'ai découvert ça dans pas mal d'entreprises, on a beaucoup de difficultés à mettre en place des rituels d'amélioration. Et qu'effectivement, on travaille toujours le nez dans le guidon, dans l'urgence, on a le temps de rien faire et on n'a surtout pas le temps de mettre en place des actions. Et en fait, à mon sens, hein, non, je peux me tromper également, hein, mais une des pratiques incontournables pour pouvoir consacrer du temps à l'amélioration, c'est d'avoir des rituels. C'est-à-dire d'instaurer tous les jours, toutes les semaines, à des heures fixes, à des dates fixes et avec beaucoup de rigueur, et bien un petit temps, pas forcément des heures, mais une demi-heure par semaine pour traiter les problèmes de la semaine, c'est pas grand-chose. Mais on s'aperçoit que au fil des mois, eh bien, les problèmes disparaissent si on a des bonnes méthodes. Et des méthodes, il en existe plein, on les connaît tous quand on est responsable de QSE, on connaît ces techniques de résolution de problèmes. Simplement, on manque de rigueur, on manque de temps. Donc, instaurer des rituels. J'ai fait la connaissance d'entreprises où le patron faisait des réunions, lui il appelait ça des revues de processus, mais tous les jours, 10 minutes. Et c'était pas 9 minutes ni 11 minutes, c'était 10 minutes. Et à 8 heures, c'était une petite entreprise d'une cinquantaine de personnes. Et à 8 heures pile poil, ces 6 pilotes de processus étaient là, et à 8h10, c'était fini. Et chacun repartait avec un objectif pour le lendemain, et avec aussi des actions à faire. Voilà, j'ai trouvé ça fantastique, mais ça a l'air de rien, mais quelle rigueur euh, pour pouvoir, effectivement, nous qui connaissons bien les réunions où c'est programmé, il n'y a pas d'ordre du jour, on arrive en retard, on finit en retard, ou on finit en avance, enfin, c'est toujours un peu le bazar. Et c'est vrai que c'est une difficulté énorme que d'instaurer des rituels, mais si on y arrive, derrière, l'amélioration va être générée aussi dans la suite. Merci Yvon. Ben, je vois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat. Je propose qu'on clôture, sauf si vous souhaitez ajouter une dernière chose. Sinon, Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et puis un bon confinement si vous êtes confinés et puis prenez soin de vous, comme on le dit. Merci de votre attention et à bientôt. merci Yvon encore pour ce matin dans le webinaire. Merci, bonne journée à tous.